Semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Wessou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il sera avec un journaliste, analyste politique, Adrien Tchomakou. Avec eux, chers amis internautes, on parlera de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. On n'occultera pas également d'évoquer le report du procès de Steve Amoussou. On opinera également quelques commentaires, bien évidemment, en fin d'émission, sur la suppression des soutenances à la faculté des lettres, langues, arts et communication. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAE, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, USAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. USAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. USAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. USAE, l'excellence à un an. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission, à ce débat, à ce franc-parler. Merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour également à vous, Paul-Marie Wessou. Bonjour Kader. Merci également d'avoir accepté l'invitation et d'être des nôtres ce jour. Merci et bonjour aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État et Adrien Tchomakou, analyste politique, journaliste de formation. Alors, Adrien Tchomakou, atteinte à la sûreté de l'État, un petit rappel des faits pour introduire le débat. Oui, il faut dire, M. Kader, il y a deux semaines environ, on était là au petit matin du 24, je pense, le 24 du mois passé. Dans la nuit de ce lundi à mardi, on a été informé de ce qu'il y a coup d'État, tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État. Les gens ont tellement inondé les réseaux sociaux avec toutes les expressions possibles. On nous faisait croire que M. Olivier Bokor et M. Oswald Omeki ont été interpellés, ainsi que le premier responsable de la garde républicaine. Et que, bon, ils voulaient porter atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qui avait été dit. Il avait été aussi indiqué que l'ex-ministre Oswald Omeki a été gardé à la brigade criminelle alors que M. Olivier Bokor était gardé en lieu sûr. Quant au patron de la garde républicaine, lui serait mis sous convocation. Les informations allaient de tout part et puis bon, finalement, ils ont été présentés au procureur de la République. D'abord, avant leur présentation, il faut avouer que Au procureur spécial de la Criette. Oui. Et avant leur présentation au procureur spécial de la Criette, il faut d'abord dire que comment il s'appelle leur avocat, oui. Très rapidement, il y a un collègue d'avocat qui s'est mis sur pied. Donc, leur porte-parole avait pris la parole de façon individuelle pour entretenir la presse. Maître Ayodele Aounou. Par la suite, on a constaté que le procureur spécial, M. Mario Metonou, a aussi expliqué les faits selon l'enquête judiciaire. Donc, le dossier a évolué. Les deux
pour ne pas dire actuellement, parlera de 3 personnalités sont placées sous mandat de dépôt. Il y a Olivier Bokor, il y a Oswald Omeki et M. Baguidi, qui est un des collaborateurs directs de M. Roch Nyeri, qui est un homme d'affaires. L'enquête suit son cours. Par la suite, 2 autres qui sont très proches de l'homme d'affaires Nyeri ont été interpellés. Et un parmi ses collaborateurs sont gardés de moins, et puis l'autre est relâché. Donc je pense quand même que c'est un dossier qui suit son cours, que nous sommes en train de suivre pour le peuple béninois avec toutes les précautions possibles. Le dossier suit son cours, n'est-ce pas, Pama Wissou? Oui, le dossier suit son cours à la justice, n'est-ce pas? Et nous avons dit ici la dernière fois que la justice doit se saisir de ce dossier pour nous prouver qu'elle est vraiment indépendante et qu'elle rend justice au nom de la République. Mais ceci dit, pour moi, depuis la dernière fois, je vous avais dit que moi j'étais dans les questionnements et j'ai fini par avoir quelques réponses. Avoir quelques réponses à mes questionnements. Oui, quelques réponses. Lesquelles? La première observation que je vais faire, c'est que sous le président Talon, ce n'est pas le premier cas d'atteinte à la sûreté d'État ainsi annoncé. Ce n'est pas le premier cas. Le premier, c'est... Il y a eu le cas Madougou, n'est-ce pas? Où on a supposé que, je ne sais pas si je peux encore dire supposé ou bien, on a dit en tout cas, on a condamné sur la base du fait que Madougou aurait planifié l'assassinat d'un maire et puis, à la suite de ça, donc un autre assassinat à l'enterrement de ce maire-là. Bon, jusque-là, moi, je reste sur ma faim par rapport à ce dossier. Ensuite, il y a eu le cas Joël Aïvo, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu les cas qu'on a entendu fuiter dans la presse sans qu'on ait nommé quelqu'un précisément, donc depuis un certain temps. Puis, mais maintenant, nous sommes dans le cas... Là, vous faites allusion au propos du général de Louis-Philippe Roudéon. Par rapport à quoi? Lorsqu'il dit que des gens lui ont proposé de déstabiliser le régime. Non, mais bien avant Madougou, bien avant Aïvo, il y avait eu déjà des annonces comme ça de tentatives de coup d'État sans qu'on ne mette de visage sur les faits. Sur les commanditaires. Voilà, dans le temps. Donc maintenant, ce que moi je commence à constater, c'est que dans un premier temps, vous voyez, Madougou, Joël Aïvo, tout cela, c'était dans le camp opposition. OK? Et puis ce cas précis dans lequel nous sommes maintenant, c'est dans le camp du président de la République. Et ce n'est pas un secret de polichinelle pour qui que ce soit que depuis un certain temps, il y a un malaise dans ce camp. Un malaise autour du président. Et un malaise dans son premier cercle. Qu'est-ce que vous avez à affirmer qu'il y a un malaise? Quelques éléments. Vous rappelez que M. Dayan, entre-temps, a été démis de toutes ses fonctions. Vous rappelez que M. Comment il s'appelle? Quenom, c'est vrai. Et voilà, un cas aussi... C'est névragique, c'est ça? Ou empreinte de mystère, son cas? Son cas, d'abord son limogeage ou démission, je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu tellement de mots qu'on a utilisés dans le temps. D'abord cela, et puis ensuite, après on a vu ensuite le limogeage de Romeki, et puis après maintenant son implication dans le coup d'État. Donc vous voyez les faits, quand vous prenez les faits, et vous constatez que depuis le départ, depuis 2016, le discours politique que nous avons eu de la part du régime, quand je dis régime, y compris bien sûr ceux qui sont accusés de coup d'État aujourd'hui que le président Talon, puisque tous ont été à
Ils sont comptables un rôle. Quand ils sont comptables tous du bilan aujourd'hui, on ne peut pas mettre quelqu'un en dehors du bilan. Alors donc, tant que c'était les autres, l'opposition qui posait problème, donc c'est dans ce camp qu'on trouvait les fauteurs de troubles. Maintenant qu'on va vers la fin, c'est dans le camp même du président qu'on trouve les fauteurs de troubles. Pour moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu coup d'État. Comme je l'ai dit, moi, il y a des questionnements pour moi par rapport à ça. Mais de plus en plus, je me rends compte que le discours politique qui consiste à dire qu'on va gouverner par le principe des rapports de force, le discours politique qui consiste à vouloir soumettre tout le monde dans l'espace et l'écologie politique l'écologie sociopolitique de notre pays, ce discours a fini par donc donner naissance à un concept ou un principe simple de gouvernance qui est que le pouvoir est un jeu à somme zéro. À somme zéro. Oui, bien sûr, excusez-moi de le dire, mais le jeu à somme zéro veut dire quoi? Veut dire que moi, le pouvoir que j'ai annule tous les pouvoirs que vous avez. Et vous voyez, donc ça crée un système où nous nous trouvons en face de quelqu'un qui a tous les pouvoirs en main. Est-ce que vous pensez, Adrien Tchomakou, que ces départs-là sont relatifs à ce que peint aujourd'hui Paul Maïrissou? Les départs, les limogeages, vous voulez dire? Et les mésententes, les discordes entre Patrice Talon et ses lieutenants, si on peut les qualifier ici. Ce que vous dites est relatif. C'est-à-dire, bon, est-ce que effectivement ces départs peuvent amener à ce qu'il y ait coup d'État? Je ne pense pas. Et je pense quand même qu'en l'état actuel des choses, je continue de me poser la question de savoir si nous pouvons parler de coup d'État. Encore que, si vous suivez... Atteinte à la sûreté de l'État. Si vous suivez, bien sûr, le procureur spécial qui a requalifié les faits, il y a désormais 3 charges contre les prévenus. 3 charges contre M. Olivier Bokor principalement et M. Oswald Omeki. Les deux principaux... Principales charges? Les deux principaux acteurs poursuivis. Oui. Je voudrais dire quoi? Parce que aujourd'hui maintenant, le procureur spécial nous parle de ce qu'on entend désormais par complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics, puisqu'il y a un problème financier qui s'est posé. L'agent public, c'est bel et bien le militaire, le patron de la garde républicaine, M. Thévois Dieudonné, et à qui on aurait remis ou proposé de l'argent. Mais une chose est claire, dans le cas d'espèce, nous avons vu un véhicule, et le véhicule contenait aussi de l'argent. Les avocats de M. Omeki avaient déclaré, si vous lisez la déclaration... Bien avant le procureur spécial qui avait du numéraire qui avait été saisi par la police. C'est pour cela, d'ailleurs, je dis, en matière de crise de communication, il faut savoir parler. Vous estimez que les avocats ont failli à ce niveau? Je ne dis pas que les avocats ont failli, mais les avocats pouvaient aller avec plus de tact. Plus loin, qu'ils vous souviennent que le procureur est venu préciser qu'il y a 6 valises contenant de l'argent. Or, 6 sacs? 6 sacs. Des gens parlaient, ou du moins, les très proches de M. Oswald Omeki parlaient de 3 sacs. Donc, le procureur, quand il parle de corruption d'agents publics, là, ça a son sens. Quand le procureur avance aussi comme charge, selon moi, c'est le juriste Adrien Tchomakou qui vous le dit, quand le procureur parle de blanchiment de capitaux, ah oui, ça a aussi son sens. Parce qu'on nous parle de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Vous voyez que c'est lourd. Les deux principaux acteurs concernés dans ce dossier, ils font quoi pour avoir autant d'argent? 1 milliard de francs CFA, ce n'est pas
une somme qu'on peut avoir si on est fonctionnaire de l'État, même si on est homme d'affaires. Un homme d'affaires, quand même, ça peut Donc, être c'est pour vous dire les quoi? fonds qui lui auraient été légués. Écoutez, on sait Pour comment lancer les hommes une d'affaires activité. aussi trouvent de l'argent. Donc, les 3 charges, quand vous prenez les 3 charges, je vois que dans l'un ou dans l'autre cas, les personnes concernées vont se retrouver dedans. Il n'y a plus à faire de tentative de la sûreté de l'État. On parle d'atteinte contre l'autorité de l'État. Ça veut dire qu'on est en train de viser un individu au plus haut niveau. On parle de corruption, parce qu'il y a problème d'argent, on parle de blanchiment de capitaux. Donc, je pense que en l'État, Oui, en l'État. on On doit avoir foi au processus judiciaire. d'abord, ça c'est clair, nous devons avoir confiance au processus judiciaire et demander, même si nous avons confiance au processus judiciaire, demander que les acteurs judiciaires fassent plus d'honnêteté, fassent plus de franchise et de détermination absolue dans la conduite de l'enquête. En l'État, moi je continue de croire quelque chose. Si, par exemple, le procureur de la République ne gère pas correctement ce dossier, ça va mal tourner. Ça va mal tourner d'autant plus que... Comment ça peut mal tourner selon vous? Écoutez, quand on dit que le principal enquêteur est le procureur spécial dans ce genre de dossier, qui est en réalité le procureur spécial? Le procureur spécial se fonde sur des enquêtes policières pour pouvoir conduire l'enquête judiciaire. Est-ce que, à l'état actuel des choses, le véhicule concerné, le véhicule qui transportait de l'argent, est-ce que le véhicule a été déjà checké? C'est des interrogations. Parce que, vous avez vu, si même le procureur dit que le véhicule comportait une fausse immatriculation, oui. Qu'est-ce qui prouve déjà que c'est une fausse immatriculation? Est-ce que l'immatriculation normale du va véhicule... venir affirmer. Est-ce qu'on connaît déjà? Oui. Le véhicule appartient réellement à qui? Le véhicule a été acquis quand et où? Est-ce que la police... Il doit avoir ces informations, le procureur spécial. Je le pense bien. C'est la raison pour laquelle je dis, si à l'heure actuelle, le procureur n'a pas encore toutes les informations, le procureur, moi je l'invite à sonner la police pour mieux investiguer. Est-ce qu'il y a eu des empreintes cette nuit-là même ou le lendemain? Est-ce que la police scientifique a bien fait son travail? Je crois que... Avec aujourd'hui la technologie en République du Bénin, puisque le chef de l'État béninois que nous avons là a investi des millions, des milliards dans l'investigation policière. Et nous détenons en République du Bénin des appareils ultra modernes. Aujourd'hui au Bénin, avec la police scientifique et technique, on est capable de vous démontrer que effectivement, à telle heure, vous, monsieur Marie Wessou, vous, monsieur Kader, vous avez pris par ici. Il y a la géolocalisation aujourd'hui. La géolocalisation... Que j'ai brûlé le feu. Que vous avez brûlé le feu, la géolocalisation qui doit montrer que oui, c'est telle personne qui a conduit le véhicule en question et venu le garer. Puisqu'il y a des gens qui estiment que c'est un véhicule qui a quitté peut-être un autre endroit et qu'on est venu garer avec l'argent là. Avec la technologie que nous avons au Bénin, les appareils acquis par l'État béninois, de toute façon, le Bénin, on va police suivre scientifique aujourd'hui du est côté de la capable de nous justice montrer, et voir de démontrer quels celui-là seront qui était les au fruits volant du véhicule. des investigations. Ceux qui ont ramené ces valises dans le véhicule. On prélève les empreintes. Est-ce qu'effectivement c'est M. Oswald Omiki? Est-ce que c'est des policiers qui l'ont fait? Est-ce que c'est le patron de la garde républicaine qui est toujours libre de ses mouvements, qui est à la base de ce dont nous parlons aujourd'hui? Si le libre de ses mouvements, c'est sûrement que la justice a des une chose est informations. claire, moi je continue de croire que le procureur spécial va relever ce défi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les concernés sont placés en détention préventive, puisqu'il faut qu'ils soient là. On ne les a pas encore jugés, ils ne sont pas encore condamnés, mais l'enquête sur son cours. L'enquête peut prendre des mois, des années, mais une chose est claire, un beau jour, le dossier sera très bien élucidé. Alors, Baba Yossou, dites-nous, avant qu'on passe aux implications politiques de cette affaire, parce que c'est de ça qu'on doit véritablement parler aujourd'hui, alors on fait confiance au processus judiciaire pour voir la suite. Je voudrais Puisque faire... les investigations se poursuivent, des interpellations Je voudrais, je n'ai pas le choix.
Oui, oui, bien sûr, je voudrais, mais je n'ai pas le choix de faire confiance à la justice une fois encore. Je dis une fois encore parce qu'on a fait confiance plusieurs fois, mais les réponses qui sont sorties des procès ne nous convainquent pas. C'est ça le problème. Et moi, je voudrais que cette fois-ci, et vous voyez que dans sa description, vous constatez qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels il faut travailler pour que ceci, enfin, le jugement soit clair, limpide pour le plus reculé des Béninois, pour qu'ils constatent que oui, ceux dont on accuse les personnes concernées, ceux dont on les accuse est justifié. Parce que c'est ça toute la problématique. Il faudrait que notre justice commence à nous donner des gages que nous pouvons continuer de lui faire confiance. Et c'est ça, toute la description. Il paraît qu'on a pris des caméras du domicile de quelqu'un, on a fait ceci, on a fait cela. On voudrait bien que tout ça soit traité de façon impartiale pour qu'on puisse trouver de façon claire, qu'on voit clairement que tel est impliqué dans les histoires qu'on lui reproche. Mais moi, mon intérêt n'est plus vraiment sur ce processus. Mon intérêt est cet événement. Ses implications politiques. Cet événement isolé, plaçons-le maintenant dans le contexte de l'histoire politique de notre pays depuis 2016 à maintenant. Et quand vous le placez dans ce contexte, vous constatez que vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Bokor, à travers beaucoup de mouvements qui clament son nom partout dans le pays, a des intentions. Et clame ne pas être lié à cela aussi, lui aussi. Il le clame peut-être publiquement. Il le clame peut-être publiquement. Vous pensez qu'en Sourdine, il est lié? Ben écoutez, pourquoi on dit que Oswald Romeki est lié à lui? Oswald Romeki a été débarqué du gouvernement pour avoir dit que Olivier Bokor est un successeur naturel. Donc, pourquoi Oswald Romeki est lié à cet événement? Donc, je dis, cet événement qui peut paraître isolé, c'est à prendre maintenant dans le contexte global. Que depuis 2016, oui, chaque fois que nous allons vers une élection, il y a des malaises. Les dernières élections, le malaise était dans le camp de l'opposition. Maintenant, nous savons que le président Talon veut sortir de la scène, mais ne veut pas sortir de la scène comme les autres le pensent. Et donc... Vous pensez qu'il veut sortir comment? Ben écoutez, le président Talon a une main forte sur parti politique, code électoral, loi de ceci, loi de ça, tout dans le pays. Donc, vous voulez qu'il sorte comment? Il a une main forte. Ben écoutez, les partis politiques qui sont de la mouvance, vous le savez, qu'il a une main forte sur ces partis. Enfin, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, il ne veut pas sortir aussi simplement que les autres le pensent. Et les autres aussi n'acceptent pas qu'ils veuillent continuer de contrôler l'après-sortie. Et donc, c'est ça qui crée le malaise du côté donc de la mouvance. Et c'est aujourd'hui, donc, c'est du côté de la mouvance qu'on voit le malaise. Parce que, donc, justement, lui voulant sortir, les autres se trouvent en droit de dire, oui, c'est à nous maintenant le tout. Et donc, le problème qui se pose à nous, c'est le problème de la démocratie. Je l'avais déjà dit la dernière fois quand nous avons fait une émission. C'est le problème de la démocratie. Et le président Talon doit tout faire pour nous laisser un pays démocratique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci à vous, Paul Mauricio. On vous a entendu et compris. Ce sont vos opinions. Alors, dites-nous, selon vous, Adrien Tchomakou, vous avez entendu tout à l'instant Paul Mauricio qui estime que le président Patrice Talon a une main forte sur les partis politiques et sur le code électoral. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas son avis. Vous savez, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la pluralité des expressions, c'est la pluralité des idées. Je ne partage pas du tout l'avis
mon grand frère Paul-Marie Rousseau, qui pense que le gouvernement béninois, l'État béninois, son chef en l'occurrence, Patrice Talon, est en train de caporaliser toutes les institutions de la République. Je pense que nous sommes dans un état de droit et chaque institution doit véritablement jouer sa partition. Vous savez, moi je l'ai dit. Ça se fait, sous Patrice Talon? Ça se fait. Vous avez constaté que ça ne se fait pas? Moi, je vous pose la question. Ça se fait, en tout cas pour moi, ça se fait. Et vous avez constaté quand, par exemple, les députés de l'opposition, je vais nommer des députés du parti Les Démocrates, ont porté les écharpes tricolores, ils sont un certain nombre à commettre cette erreur très très grave. Ils ont mis les attributs de l'État pour aller faire pression sur notre justice dans cette affaire de, comment ça s'appelle, Steve Amoussou. Moi, je l'ai dénoncé que c'est extrêmement grave. C'est parce qu'il y a de ces députés qui, jusqu'à présent, ne maîtrisent pas les tests, les fondamentaux de l'Assemblée nationale. Et vous les avez vus. Quand vous les regardez, vous devez constater ce jour-là même que le vice-président du parti Les Démocrates, je vais nommer Éric Rouleté, n'avait pas porté l'écharpe tricolore. C'est parce qu'il connaît correctement le contenu du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça interdit ça. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire nous devons toujours continuer à faire confiance à nos institutions. Nous devons, nous, en ce qui nous concerne, en tant que veilleurs de conscience, amener les autres à jouer pleinement les partitions, les dénoncer chaque fois si nous constatons que l'Assemblée nationale est monocolore. L'Assemblée nationale tient un seul langage, l'Assemblée nationale dit quelque chose et dédie, ou bien la Cour suprême, la Cour, comment on appelle, que ce soit la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour, vous permettez, le Conseil économique et social, qui aujourd'hui est vidé de son contenu. Là, ce sont des erreurs graves commises par les députés à l'Assemblée nationale. Parce que on voit pas, on sait que bon, on réfléchit en tant qu'acteur politique, il faut récompenser des acteurs politiques lésés, des acteurs politiques qui sont oubliés, et on dit désormais que le contenu, le statut du Conseil économique et social ne doit plus contenir, par exemple, les travailleurs. Vous voulez défendre les travailleurs, vous voulez parler des travailleurs et vous les enlevez. Si les gens ne sont pas avec vous, vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas poser leurs problèmes, leurs doléances pour que vous puissiez les aider à résoudre les problèmes. On va en reparler. Pour revenir à la sortie de Patrice Talon, dont Paul-Marie Rousseau estime que Patrice Talon est en train de tout régenter pour tout contrôler après son départ du pouvoir. Est-ce que vous voyez les choses du même angle? Oui, je suis en partie d'accord avec M. Marie Rousseau quand il estime que Patrice Talon est en train de préparer d'une manière ou d'une autre ses arrières. Même si publiquement le chef de l'État l'a dit, que lui, il n'a besoin de personne pour assumer ses arrières. Besoin de personne pour assumer ses arrières. Moi, je dis que c'est des techniques politiques, des techniques de roublage pour faire endormir l'opposition. Quand Patrice Talon dit qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières, je ne dis pas qu'il ment, je ne dis pas qu'il se trompe de bataille, mais je pense quand même que c'est une attitude politique pour dire aux gens, je ne suis pas encore prêt pour préparer mes arrières. Donc, Patrice Talon est en train de préparer correctement ses arrières. Il se bat correctement pour que après lui, après qu'il soit peut-être... quand il sera plus au pouvoir, que ses acquis soient préservés. Que ses acquis soient très bien préservés. Et je pense que quand les gens pensent, ceux qui estiment que c'est parce que aujourd'hui, Patrice Talon est en... Bon, écoutez, pas Patrice Talon, je veux parler d'Olivier Bokor, de Omeki, ne s'entendent plus avec le pouvoir en place, que certains ont fait ce montage pour avoir un plus-value auprès du chef de l'État. On va pas en parler. Le dossier est pendant devant la justice, on ne va pas émettre ce type de commentaires. On va espérer que le droit soit dit et que le peuple béninois soit situé sur la réalité des faits.
comme l'a évoqué tout à l'heure Paul Maïrossou, qui a évoqué des questionnements qui sont également ceux dont partagent certains Béninois. Je crois qu'à l'issue de ce procès, on sera tout un chacun situé. Mais quelles sont aujourd'hui les implications politiques de cette affaire sur la classe politique? Paul Maïrossou, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, Olivier Boko en détention, Oswald Omeki en détention par rapport à cela, qu'est-ce que cela a comme répercussion sur la classe politique, sa reconfiguration? La classe politique, vous l'appelez ainsi, est-ce qu'on a une classe politique? On a des individus qui, pour moi, un accident de parcours, se sont retrouvés dans une posture d'assumer une fonction. Maintenant, si c'est ça que vous appelez classe politique, alors nous l'appellerons comme ça. Parce que c'est dommage. Je suis content que mon ami Adrien et moi sommes tout à fait d'accord sur le fait que c'est la suite qui est préparée, qui fait qu'on régente tout. Et par ailleurs, Adrien, c'est un grand ami, hein, on a fait beaucoup de choses ensemble et j'apprécie beaucoup sa production journalistique. Vous pouvez lire Fraternité souvent pour constater ses productions. Mais, vous voyez, Olivier Boko, dans ce qui se préparait, donc la suite du président Talon, a un ensemble de personnes dans ce que vous appelez classe politique qui, disons déjà, lui faisait les yeux doux, on va dire. Et avec qui il entretient, n'est-ce pas, déjà des relations qu'il tient du rôle qu'il a joué depuis... Ou qu'il joue aux côtés de Patrice Talon. Qu'il a joué, parce que c'est fini maintenant. Je ne sais pas si je sais pas si ce rôle, il pourra le reprendre. Je sais que M. Dayon ne peut plus, ou n'est plus dans son rôle, mais je constate que lui, il est en prison aujourd'hui. Peut-être qu'à sa sortie est blanchi, son ami va l'accueillir encore à bras ouverts et ils vont encore se remettre ensemble. Mais je doute fort que, sorti de cette épreuve, que lui se remette dans le même rôle et qu'il continue de faire comme si de rien n'était. Le problème, justement, c'était qu'il faisait comme si de rien n'était, en étant tout le temps aux côtés du président de la République. Mais, comme je le dis, il a dans ce que vous appelez la classe politique beaucoup de personnes, de soutien, on va le dire clairement comme ça, beaucoup de soutien. Mais aujourd'hui, c'est que vous voyez que toute cette partie de personnes qui pouvaient le soutenir, toutes ces parties sont rentrées dans leur tanière pour ne pas être dans la visée. Justement, parlant de ça, je reviens Paul Maïrossou. On a constaté, Adrien Chomakou, que depuis cette affaire, les militants d'une formation politique ne passent de jour, que ce soit telle contrée, telle région, qui fassent une sortie pour dire qu'ils apportent le soutien au chef de l'État. Est-ce que de telles sorties sont appropriées dans le contexte actuel? Non, c'est des matus vus. C'est des matus vus, c'est des gens qui veulent très rapidement se positionner pour que Patrice Talon sache qu'il a toujours des soutiens. Parce que le problème, c'est quoi? Jusqu'à présent, M. Olivier Boko et M. Oswald Omeki, qui sont retenus dans les liens de la justice, ne sont pas encore jugés. Ils ne sont pas coupables de rien. Ils ne sont coupables de rien. Ils ne sont coupables de rien jusqu'à l'heure où je vous parle. Ils ne sont que des présumés. Juste de la présomption d'innocence. Tu jouisses pleinement de la présomption d'innocence. Dans le cas d'espèce, nous ne devrons pas entendre, on ne doit pas voir des militants d'un parti, d'une formation politique ou non, prendre la parole et apporter son soutien au chef de l'État et demander à ce que le chef de l'État soit serein. J'entends beaucoup de choses. Non! Laissons la justice faire son travail. D'autres acteurs politiques vont déjà condamner, ils parlent de haute trahison. Est-ce que pour vous, le moment est assez type de commentaire? Mais écoutez, vous voyez, vous conseillez une espèce de ce que comment vous les avez appelés maintenant, acteurs politiques
c'est une espèce... Il y a la classe politique en général, mais il vient de parler des acteurs politiques qui montent au créneau pour dire leur soutien au chef de l'État et qui condamnent ceci ou condamnent cela. Mais c'est une espèce que nous connaissons bien dans notre pays qui a traversé des générations de Kérékou à Yaïboni, maintenant à Patrice Talon. C'est une espèce... Patrice Talon aussi le connaît. Bien sûr, il les connaît. Et il les connaît, bien sûr, il les connaît. Mais c'est une espèce qui, à qui il faut vraiment... Moi, je ne viens pas du tout sur un plateau pour commenter les propos de cette espèce de personnes ou d'acteurs politiques dont vous parlez. Moi, je voudrais qu'on focalise l'attention sur ceci. Ce qui est important pour nous, pour le Bénin, c'est que comme nous l'avons tous reconnu, la justice fasse bien son travail pour que nous sortions de ce guêpier. Mais je peux dire que l'opposition est sortie et sa position est assez pour moi, intéressante, mais insuffisante. Et sa position, elle est intéressante et elle est insuffisante à la fois. Mais elle a toutes les cartes à ce moment pour faire de sorte que l'espace politique soit ouvert pour que les choses se passent normalement. L'opposition voit au jour le jour la gestion du pouvoir du président Talon. L'opposition voit au jour le jour ce qu'on dit, route ou ceci ou cela, mais l'opposition voit aussi au jour le jour la misère de la population béninoise. L'opposition voit au jour le jour la misère dans laquelle croupissent la majorité des Béninois. Et c'est sur ça que l'opposition doit attirer l'attention et faire de sorte que cette affaire qui est en fait, disons, à l'interne, au niveau de la mouvance, ne distrait pas sa vision du Bénin et ne distrait pas ses activités pour la vision du Bénin. Or, ce que nous avons constaté, c'est qu'ils sont sortis pour condamner, et puis c'est fini, le silence, et puis on continue comme si de rien n'était. Moi, je pense que les acteurs politiques de la mouvance, parce que les acteurs politiques de la mouvance, les partis politiques de la mouvance sont sortis pour apporter leur soutien à... Ok, attends. Je crois que ce sont les acteurs de ce parti politique, hein, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore véritablement effectué. En tout cas, les messages ne sont pas de la même teneur, ou n'ont pas le même contenu. Oui, mais écoutez, tous les partis... La plupart des partis politiques de la mouvance sont sortis pour apporter leur soutien au chef de l'État, n'est-ce pas? En ignorant et parfois même avec l'un des membres, de leurs membres impliqués dans ça, ils sortent pour apporter leur soutien au chef de l'État. Moi, je ne comprends pas cela. Parce qu'on peut sortir avec un discours, ok, qui reste neutre et qui fait que tout le monde puisse prendre ses responsabilités et clarifier cette affaire. Mais sortir pour prendre... Grave. Oui, mais sortir pour prendre... L'affaire est suffisamment grave, parce que si les faits étaient avérés et que le coup était réussi... Oui, mais un parti politique doit attendre que les faits soient avérés pour se prononcer pour quelqu'un contre l'autre. Ils ont leurs éléments d'appréciation. Bon... Alors, André Tchoumakou, vous voulez réagir tout à l'heure? Non, en fait, je voudrais d'abord souligner que tous ces partis politiques de la mouvance qui... condamnent pour eux l'acte, puisque pour moi il n'y a pas encore l'acte, parce que en truc là, quand on parle du droit, c'est des faits matériels. Vous comprenez ce que je dis? On parle d'une tentation. Donc, tout cela, pour moi, c'est des griots politiques. Des griots? Des griots. C'est des griots, c'est des gens qui veulent toujours se positionner pour manger. Premièrement. Secondo, c'est quoi? Ce qu'il faut dire, et je l'ai souligné tout à l'heure, le doyen même vient de le dire, du moment où il n'y a pas encore une condamnation de la justice et que les gens sont toujours présumés, nous devons tous savoir raison garder. Ces acteurs politiques qui ont pris la parole doivent en réalité tenir un langage hautement politique, modéré mesuré et très bien soutenu. Ils ne doivent pas prendre parti pour le moment. Parce que l'affaire... Vous savez, j'ai suivi par exemple l'opposition, la classe politique de l'opposition, si je peux l'exprimer ainsi, pour ne pas parler spécifiquement du Parti démocrate. politique, les démocrates.
Le parti politique, les démocrates, je pense que ce parti politique, quand vous lisez leurs déclarations, ils ont juste demandé à ce que la justice fasse convenablement son travail. Ils continuent de croire que nous avons une justice indépendante, mais rapidement, si vous lisez toujours leurs déclarations, vous devez vous en rendre compte qu'ils en ont profité pour charger le président Patrice Talon. Ils ont profité de ça pour... C'est-à-dire, c'est ça, je n'ai pas compris. Ce n'était pas le moment. Si vous sortez pour prendre position ou vous prononcer sur une affaire aussi sensible que ce qu'on entend par tentative de coup d'État, vous restez seulement dans cette logique. Mais on est là, on va pas régler des comptes avec le chef de l'État pour parler des exilés politiques, des gens qu'on doit laisser, qui doivent rentrer. Et c'est Guy Mitokpe qui fait ces gens de déclaration. Je dis, mais monsieur Guy, vous êtes quand même docteur. On va pas en arriver là. De la République. On va retirer cette déclaration-là. Alors, non, ce que je dis, Adrien Tchoumakou, ça a son sens. Oui, il a lu une déclaration du parti politique. Merci à vous, Adrien Tchoumakou. Merci à Paul-Marie Roussou pour vos différents commentaires sur cette affaire pendante devant la justice. On va pas aller trop loin, de peur de ne pas peut-être tomber dans les ravins, si on peut le dire ainsi. On fait foi à la justice de notre pays. Tout à fait, faisons confiance à la justice. Le droit, nous avons des magistrats chevronnés, nous avons des officiers compétents qui vont quand même de part et d'autre mener des actions conséquentes pour qu'in fine la vérité puisse triompher et que chacun puisse savoir ce que chacun a pu faire, à où et quand et comment. Merci à tout un chacun pour vos différentes contributions. C'est vrai que le sujet est assez névralgique, beaucoup n'aiment pas en parler par ces temps-ci. Merci à Adrien Tchoumakou, merci à Paul-Marie Roussou. D'un procès à un autre, on va rester quand même dans les couloirs de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour s'intéresser au report du procès de Steve Amoussou. Quelles sont les raisons, selon vous, Adrien Tchoumakou? Non, le report est intervenu suite à ce que l'avocat principal de Steve Amoussou a demandé à la Cour de bien vouloir mettre de côté d'abord le dossier en attendant que les autres avocats qui ont accusé assez de retard des autres avocats, puisque c'est un collègue d'avocats, le rejoignent, c'est-à-dire Ahmed Tobadia par exemple, qui a accusé de retard. C'est ça ce que je ne comprends pas. On vous dit que votre client doit être reçu, que le procès de votre client est prévu pour tel jour. Et on sait que tout procès démarre à 8 heures. Si le procès doit démarrer à 8 heures et que la justice pénitentiaire est chargée de ramener déjà le prévenu autour de 7h30, vous, avocats, soyez là à 7h30 et des avocats viennent en retard. Ce sont les conséquences. C'est de l'une des conséquences. Vous venez en retard. Je ne sais pas pourquoi le Béninois continue de cultiver retard. Cette mauvaise habitude d'être tout le temps en retard. D'être tout le temps en retard. C'est ça. Et c'est ça qui a pénalisé leurs clients. Est-ce la cause exclusive? C'est l'une des causes. L'autre cause, c'est quoi? L'autre cause, le dossier Frère Rouvi. Est-ce que la Cour qui devrait, puisque c'est vrai, les dossiers sont classés, pourquoi on ne pouvait pas classer par exemple ce dossier dans l'après-midi pour pouvoir prendre le dossier? Ou bien prendre d'autres d'abord. Ça fait partie des tout premiers dossiers, 7. Et il faut aussi reconnaître que la Cour a plusieurs dossiers à gérer. C'est des centaines de dossiers par jour à liquider. C'est vrai, vous avez suivi le procureur spécial qui dit maintenant que aujourd'hui au Bénin, on constate de temps en temps que les dossiers de corruption ne sont plus nombreux comme avant. Mais il y a toujours des dossiers. Vous devez constater que quand on a classé, on a mis de côté, pour ne pas dire qu'on a renvoyé, quand on a renvoyé, ça c'est bel et bien l'expression, le dossier de Steve Amoussou, après 5 dossiers sont passés, ils ont pris le dossier des collaborateurs directs de Steve Amoussou. Ah oui, 2 de ses collaborateurs
qui étaient poursuivis pour cybercriminalité. des faits de cybercriminalité, qui étaient retenus dans les liens de la justice. On les a ramenés, et puis bon, ils ont été écoutés. En ce moment déjà, Maître Togbadia était déjà là, et le troisième avocat aussi était déjà là, et ils ont défendu les deux. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si les autres avocats étaient présents, c'est qu'on pouvait aller dans le vif du sujet. Tous les avocats pouvaient prendre la parole. Vous savez, un avocat, c'est un commerçant de droit. Et si Maître Baparapé seul ne voulait pas défendre le dossier, c'est peut-être parce qu'il veut montrer à leur client, à son client, que bon, nous sommes nombreux à te défendre. Et que bon, si éventuellement la communauté internationale ou nationale, si des gens doivent payer nos honoraires, ne dites pas que c'est seulement moi qui te défends. Non, écoutez, un avocat, tout avocat est commerçant de droit. Tout à fait. Tout avocat a pour première mission de défendre tout le monde, de défendre le peuple béninois. L'engagement de Maître Baparapé, vous n'allez pas le dire ainsi. Écoutez, Maître Baparapé, on sait qu'il est avocat, il est très bon, compétent, mais après tout, il a l'obligation d'avoir un bien-être social. Tout à fait. Et pour avoir un bien-être social, quand tu pètes tes honoraires, c'est à toi de la donner si tu veux. Vous avez suivi à l'instant les raisons probables de ce report, de ce procès qui ont été énumérées par votre vis-à-vis. Qu'en pensez-vous? Non, je crois que moi, je ne vais pas faire comme Adrien en parlant comment dirais-je, du fait que l'avocat est un commerçant de droit. Et ça joue un rôle dans le report donc du procès. J'ai écouté Maître Baparapé à la sortie donc, du procès. Il a dit que le juge a reporté le procès pour des raisons qui lui sont propres et qu'il a le droit de le faire. Donc, moi, je vais m'en tenir à ça. Et dire que là, également, nous avons un dossier, puisque nous parlons d'aller vers la fin du mandat du président Talon. Nous avons un dossier qui va permettre à la justice d'asseoir sa crédibilité ou d'enfoncer le clou dans son incrédibilité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce jugement, quels que soient les protocoles autour de ça et tout ce qu'on va faire, ce jugement doit permettre à la justice, pour moi, à la fin, que nous puissions dire clairement que Steve Amoussou est coupable de ci ou de ça, ou que Steve Amoussou et Honvi, c'est deux personnes différentes. Je ne sais pas si vous voyez ça, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'équation qui est posée maintenant à la justice. Et donc, il est important que les jugements qui vont être prononcés sur les deux cas que nous avons discutés aujourd'hui puissent servir dans l'histoire de repères et de références pour les générations à venir. Merci. Si nous ne faisons pas cela et que nous allons encore dans des jugements où on condamne à 20 ans de prison ou à 50 ans de prison sur la base de choses qui ne sont pas assises pour moi comme preuve, mais alors on aura donné un autre coup. Je ne dirais pas le coup de grâce, mais un autre coup. Merci. À la crédibilité de la justice. Merci à vous. Je voudrais préciser quelque chose. En fait, quand il s'agit d'une audience, le premier responsable, c'est le juge. C'est la cour qui a tout le pouvoir de mettre de côté un dossier ou de reporter un dossier. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Maître Baparapé, on l'a suivi, on l'a écouté. Il a clairement notifié, il a dit publiquement que c'est du pouvoir du juge de reporter. Lui, il a formulé la demande que le dossier soit mis de côté. Mais puisque c'est le juge qui est le premier responsable qui décide de tout et qui a plusieurs autres dossiers à connaître, je pense quand même que ceci servira de leçon
aux autres avocats qui viennent souvent en retard. Merci. Pour les Alors, Adrien Tchoumakou, audiences. C'est très important. Nous sommes pris par le temps. On va à présent dire quand même quelques mots sur la suppression des soutenances à la FLAC. Vous êtes enseignant là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Bon, je crois que la décision a été motivée par plusieurs raisons, à savoir que les enseignants, plusieurs réunions où les enseignants se sont prononcés pour la suppression, les étudiants, les bureaux d'entité et tout. En fait, le doyen ne fait, en l'espèce, le doyen ne fait que entériner une décision que le collège des enseignants et les étudiants ont disons, prise. Mais pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est comme je le dis, il est important que nous puissions nous rappeler qu'on ne peut pas régler les problèmes en reportant toujours la possibilité de faire face à ces problèmes. Parce que, me semble-t-il, la raison pour laquelle on supprime les mémoires, la soutenance de mémoire, donc dans les facultés, c'est les raisons que je venais d'évoquer sont valables, totalement valables. Mais vous pensez qu'elles vont causer notre problème, c'est ça? Oui, je pense sincèrement que, en réalité, ce qu'on a constaté et qui a conduit à la prise de cette décision, qui, comme je le dis, est justifiée, ce qu'on a constaté, c'est le comportement humain face à la chose scientifique. Et je ne pense pas que c'est la suppression, comme vous voyez, les réformes qui sont faites dans l'enseignement supérieur. Vous voyez, un enseignement supérieur à 2 vitesses aujourd'hui, ou dans le privé, les enfants qui ont fait toute leur scolarité, qui ont fini comme les enfants qui ont fait leur scolarité dans le public, les enfants dans le privé doivent aller composer un examen national et non les enfants du public. Vous voyez, ces réformes, ces types de réformes, moi, j'ai créé plus de tort au système que de renforcer ou de rendre le système fort. Il y a des mobiles qui sont avancés pour justifier cette démarche-là. Je vous le répète, les mobiles, allez les chercher, vous les trouverez dans la nature humaine. Alors, encore quelques minutes. Quand les hommes d'une communauté humaine trichent, sur quelque chose que vous avez décidé ensemble, et est-ce que vous résolvez le problème en supprimant la chose, le problème de la qualité, en supprimant la chose, ou en travaillant à ce que les hommes se conforment aux normes et à l'idéal que vous poursuivez en mettant la chose en place. C'est une question sur laquelle on va revenir. Pour moi, c'est la question. Adrien Tchoumakou aussi parlait aussi tout à l'heure de la composition du CES. Je crois qu'on va peut-être y revenir dans les jours et semaines à venir. Merci à vous, Paul Marouessou. Adrien Tchoumakou, sur cette suppression des soutenances à la FLAC, votre commentaire? Oui, il faut dire que c'est une très bonne décision, mais à inconvénients multiples. Une très bonne décision parce que, vous savez, aujourd'hui, il faut le dire, parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque d'enseignants dans nos universités. Il y a insuffisance d'enseignants dans plusieurs universités. Et quand je prends la FLAC, par exemple, le problème se pose. Aujourd'hui, quand l'étudiant termine, l'étudiant fait stage, il fait ses recherches pour pouvoir soutenir, par exemple, sa licence, puisque c'est la licence, c'est la soutenance de la licence qui est supprimée, il faut que l'étudiant ait un maître de mémoire, que quelqu'un puisse suivre l'étudiant, l'aider à rédiger ce qu'il a concocté comme recherche. Aujourd'hui, même si l'étudiant est derrière son professeur, son maître de mémoire, à plusieurs reprises, on voit que ça ne donne pas toujours. Les enseignants ne sont pas disponibles.
Ils sont très nombreux, ces docteurs aujourd'hui, qui, certes, ils sont dans nos universités, mais ils sont des directeurs de projets dans des ministères et consorts. Parce que, même s'ils ont un bon salaire, l'homme cherche toujours le bien-être social. Là où il y a mieux, on cherche toujours. Et là, en supprimant, par exemple, ces soutenances, les étudiants, puisqu'il est dit dans le communiqué que l'étudiant va rédiger désormais un rapport de 15 pages. Une fois ce rapport rédigé, vous déposez et vous avez votre diplôme, si c'est validé, puisque toutes les dispositions sont prises pour pouvoir analyser tout ce qui est fait. Autrement dit, les étudiants désormais sont privés aussi d'une évaluation, de leur évaluation en art oratoire. Parce que quand vous faites la soutenance, vous prenez la parole, vous soutenez, tel que le mot le dit d'ailleurs, soutenance, ce que vous avez écrit, ce que vous avez produit comme recherche. Il faut défendre le travail qui est fait. Montrer que oui, vous vous exprimez très bien en anglais, vous vous exprimez très bien en français. Voici que c'est supprimé. De toute façon, oui. Donc, ça c'est un aspect. Le communiqué là, par exemple, vient renforcer quelque chose qui était déjà aussi renforcé, mais ça vient renforcer d'une manière ou d'une autre le fait que les jeunes filles étudiantes, des étudiants désormais seront davantage libres. Elles ne seront plus, je ne dirais pas victimes, mais elles ne seront plus harcelées. Sous le joug des maîtres de mémoire, c'est ça? C'est bien ça. Elles ne seront plus harcelées par des maîtres de mémoire. C'est très important. Merci à vous. C'est pas fini, oui. Si vous permettez. Oui, allez-y. C'est pour dire encore quoi? Ce n'est pas seulement à la FLAC qu'il y a suppression. La suppression, ça existe. Ça a commencé depuis, je dirais, 20 ans que cette affaire de LMB a commencé, licence, master, doctorat. Quand vous prenez la faculté des droits et sciences politiques, depuis 15 ans, si les étudiants passent en classe supérieure, ils ont juste leur diplôme. Allez à l'ENA aujourd'hui, les ENAC ne soutiennent plus. Donc c'est pour vous dire quoi? Un peu, ça s'étend dans nos entités. Merci. Et ça, c'est bien fait, ces inconvénients. Permettez-moi de placer juste un petit mot pour dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été développé. Sauf que moi, je vous le dis, les étudiants d'abord que nous recevons du secondaire ne sont pas compétitifs. Ils sont pas compétitifs. Et ensuite, le cursus à l'université, et puis bon, juste vous avez votre diplôme, ne les rend pas compétitifs. Nous sommes dans un monde. Et notre vision devait être que nous devons tirer tout le monde vers le haut, et non nous conformer, c'est-à-dire descendre là-bas vers nos tares et nos incapacités à faire les choses. Merci à vous, Paul-Henri Rousseau, pour cette belle contribution qui vient clore Info de ce samedi. Merci à vous. Merci à Adrien Tchomakou pour vos différentes analyses et commentaires. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous n'existons pas. Merci pour votre fidélité constante à ce programme télé sur Ezaï TV. Portez-vous bien. C'était Info de ce samedi. On se retrouve demain avec Billy Gaël Laïli pour l'inviter. On reçoit pour vous Irénée Josias Agossa.